BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. On va vous aider à prendre les devants à 1 an de la présidentielle. Plusieurs candidats à droite se prononcent pour une suppression de l'ISF. Alain Juppé, qui est le grand favori des sondages, est lui aussi clairement pour la suppression de cet impôt sur la fortune. On va en parler avec Stéphane Van Nuffel, le cofondateur de netinvestissement.fr. Bonjour Stéphane. Bonjour Guillaume. Les particuliers exposés à l'ISF se réjouiraient sans doute de le voir supprimer, l'ISF. Vous allez nous dire quelles seraient les conséquences en termes de placement, mais d'abord c'est assez souhaitable, une suppression de l'ISF? Alors, je vais vous répondre de façon parfaitement impartiale, parce que le but du jeu n'est pas de donner un avis qui est personnel. Quand on prend l'ISF d'un point de vue purement chiffré, d'un point de vue purement comptable, on va se rendre compte que finalement la marge réelle de cet impôt par rapport au coût de son contrôle, de son traitement, etc., n'est pas un impôt qui a un impact financier et comptable intéressant. Voilà, c'est-à-dire que grosso modo, par rapport à ce qu'il renferme comme embêtement, soucis, structure, etc., et j'en parle pas, difficulté à s'assurer que les gens évaluant eux-mêmes leur patrimoine le font de façon correcte, même de bonne foi, ça coûte très cher. Cet impôt coûte très cher à l'État pour sa perception. Donc forcément en face, comme il touche un micro-niche de contribuables, forcément en face, l'effet levier n'est pas aussi important qu'une CSG ou alors une TVA qui est absolument astronomique. Donc pour vous répondre de ce point de vue-là pur, je ne suis pas sûr que l'ISF ait un intérêt d'un point de vue comptable. Il est certain en revanche qu'il est un vrai positionnement politique pris par les hommes politiques de tous ports par rapport justement soit à la justice, soit à la justesse, soit à l'efficacité. Voilà. Et chacun, donc vous parlez d'un Juppé, a choisi en disant voilà, c'est dit juste, dit pas juste, c'est juste que ça ne sert à rien. Voilà, donc quand vous faites ce positionnement, on a une partie de réponse. Alors du coup, si l'ISF venait à être supprimé après la présidentielle de 2017, ça aura des conséquences sur les placements traditionnels qui permettent de défiscaliser, d'échapper à l'ISF aussi. Est-ce que ces placements risquent de perdre de leur intérêt? Alors c'est ça. Est-ce qu'ils en perdent déjà d'ailleurs maintenant? Alors c'est justement l'exercice qui est intéressant qu'on peut faire aujourd'hui, c'est de dire en gros, voilà, il y a en France une politique d'incitation fiscale, qu'elle soit sur l'impôt sur le revenu ou sur l'impôt sur la fortune, qui fait que les grands opérateurs d'un certain nombre de produits dont on va parler ont quelque part un peu marketé, c'est-à-dire ils ont mis du marketing dans l'incitation fiscale qui est à la base normalement légiférée pour vous donner un petit coup de pouce en plus pour choisir tel type d'investissement par rapport à tel type d'investissement, immobilier neuf, immobilier ancien, investir dans les entreprises ou pas les entreprises, PEA ou pas PEA, etc. Donc l'ISF en fait partie et surtout, après un rabotage successif d'un grand nombre d'avantages fiscaux sur un certain nombre d'investissements, l'ISF reste pour autant, l'exonération ISF reste pour autant une des incitations importantes. Donc il est clair que demain, s'il n'existe plus d'ISF, il n'existera plus cette exonération. Donc il n'y aura plus ce levier d'attractivité pour ces produits d'un investissement par rapport à un autre. Alors pour autant, qui, moi, l'utilise tous les jours chez Netinvestissement, ce levier marketing. Donc attention, je ne crache pas dans la soupe. Pour votre ISF, non. Non, mais, si vous le proposez à vos clients. Si vous saviez à quel point j'adorerais payer l'ISF. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est quels sont prenons 3 ou 4 classes d'actifs pour que les gens comprennent bien. Aujourd'hui, par exemple, si vous faites des investissements dans des FIP ou FCPI, ou que vous prenez des parts dans un capital de PME, vous avez un avantage de réduction immédiate sur l'ISF qui peut être très important, jusqu'à 50%, avec un plafond élevé. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, parce que vous investissez dans de l'économie réelle, directement au capital d'une société que vous avez choisie, ou au travers d'un véhicule financier qui investit dans l'économie réelle, vous avez un avantage fiscal. Oui, et beaucoup de gens exposés à l'ISF ont choisi d'investir dans des FIP, des FCPI, justement pour réduire... Que pour ça. Exactement. Ils ont pris un risque pour défiscaliser. Voilà. Si l'ISF disparaît, ce risque il va perdre de son intérêt. Le fait d'avoir investi dans des FIP et FCPI, ça perd de son intérêt. Oui, alors Guillaume, si on enlève cette soupape-là, en fait on enlève finalement la notion déjà que ça va mal se passer. Ça veut dire qu'on vous donne une réduction d'impôt pour que vous acceptiez un risque. D'accord? C'est-à-dire qu'on ne vous dit pas le risque que vous acceptez, il est en face d'un sous-jacent qui va réussir et qui va gagner de l'argent, ce qui est la base de l'investissement. Et là, c'est le chef d'entreprise qui vous le dit. Vous mettez 1 euro, il faut qu'un euro rapporte au moins 1,01 euro, sinon c'est pas le cas. Donc par exemple, prenons plutôt le capital d'une société, prenons le capital d'une PME, c'est important. Vous allez aujourd'hui soit investir au travers de FIP, FCPI sans savoir réellement ce qu'il y a dans le véhicule, vous allez interroger votre conseiller, mais c'est compliqué, et vous aurez une réduction. En revanche, si demain il n'y a plus la réduction, comment vous allez vous garantir, si vous mettez 1 euro, que vous allez avoir au moins 1,01 €? C'est en allant vous intéresser, en vous éduquant à l'investissement. Donc ça c'est très important parce que vous me connaissez, j'aime cette pédagogie et j'y tiens de façon importante. Alors après,
ça reste quand même rentable parce que pour le coup, dans les investissements FIP, FCPI, vous avez des PME qui aujourd'hui ont fait des réussites. Je pense au digital, etc. Énormes. Alors oui, les investisseurs étaient venus pour la défiscalisation, mais derrière, il y a eu débouclage avec entrée sur les marchés. Vous avez des gens qui ont fait 180, 200% de plus-value. Il y a des gens qui ont fait moins 40. Il faut accepter son risque. Mais on va perdre cette défiscalisation qui permettait de booster un peu le rendement. Maintenant, il va falloir, pour investir dans des FIP, FCPI ou au capital d'une PME, falloir seulement compter sur la qualité de l'investissement et son rendement pur. C'est fondamental. En dehors de toute question fiscale. C'est ce qui est fondamental, Guillaume, parce qu'en fait, non, les gens, en tout cas ceux que moi j'ai en face de moi, c'est-à-dire nos clients, ils voient pas le gain fiscal comme étant un petit plus sur le rendement, ils voient le gain fiscal comme étant un petit moins sur le risque. Voilà, donc les Français continuent à être maternés comme sur le fonds euro. Alors, pour être très concret, imaginons aujourd'hui un sujet qui nous tient nous à cœur, parce qu'on travaille beaucoup sur ces produits-là juridiques qui sont les démembrements immobiliers ou les démembrements de parts de SCPI. Qui permettent aussi d'échapper ou de réduire son ISF. C'est le principe, c'est-à-dire que grosso modo vous achetez une nue propriété d'une part de société collective immobilière ou d'une part d'un bien immobilier. Comme vous êtes nu propriétaire, non pas usufruitier, vous n'avez pas à supporter l'usufruit. Alors grosso modo, une valeur immobilière de 100, vous allez acheter 60% parce que vous vous engagez sur 15 ans à laisser les loyers à quelqu'un d'autre. Bon, demain il n'y a plus l'avantage de sortir cette somme donc de votre base ISF. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font pour ça. Ils ont 100 000 euros sur un contrat assurance vie sur lesquels ils sont imposés à l'ISF. Là, ils les passent en nue propriété immobilière. Les 100 000 sortent de leur base. Bon. Pour autant, sur 15 ans, ils ne toucheront pas de loyer. Mais ils ont acheté un bien immobilier pour 60% de sa valeur. Au bout de 15 ans, ils vont réintégrer les 40% d'usufruit dans la valeur. Donc si on divise par 15, il n'y aura pas eu de fiscalité foncière, il n'y aura pas eu de CSG, CRDS pendant 15 ans. Ils auront tourné autour de 3,20, 3,22 de rendement net, sans rien faire mécaniquement. Par les temps qui courent, mon cher Guillaume, avec des incertitudes fiscales, je trouve pas ça idiot. Donc même si l'ISF venait à être supprimé en 2017, vous dites que ceux qui ont choisi de faire l'immobilier démembré ne regretteront pas de l'avoir fait, même si l'ISF disparaît. Si cet avantage-là disparaît. Exactement. Exonération. Au même titre que si vous imaginez que, par exemple, une boîte française qui réussit bien à l'international, comme Criteo, comme Blablacar, était passée par un FIP ou par un FCPI, un client qui aurait investi dans Blablacar ou dans Criteo, même au-delà de la disparition de l'avantage fiscal, aurait été aujourd'hui une très très belle réussite. Et les parts de SCPI dans tout ça Même chose. La part de SCPI, c'est encore plus simple parce que vous ne prenez même pas le risque sur un bien immobilier, vous le prenez sur une multitude de biens. Le mécanisme est le même, sauf que les durées de démembrement sont un peu plus courtes. D'accord. Donc moi je préfère parce que c'est un peu plus liquide. Donc votre message, même si l'ISF venait à être supprimé, les dispositifs de défiscalisation ISF gardent de leur intérêt. Les produits sur lesquels ces dispositifs s'appliquent. Mais il faut beaucoup de pédagogie et prendre un risque ne veut pas dire avoir un accident. Et le problème, c'est que quand on vous donne des incitations qui vous troublent la vue, c'est là que vous avez des accidents. C'est Stéphane Van Nuffel, régulièrement sur BFM Business dans Intégral Placement, cofondateur de netinvestissement.fr. Merci Stéphane d'être venu nous voir.